Concernant les élections municipales de Florac, les deux candidats qui se présentent à Florac sont présents dans le studio. Monsieur Christian Huguet qui conduit la liste Tout Florac et Monsieur Velay, Monsieur Velay, l'ancien maire, et la liste conduite par Monsieur Robert Chauvin pour appellation Florac Expansion. Pour interroger les deux candidats, nous avons des journalistes présents dans ce studio. Tout d'abord, Madame Michèle Castan, bonjour. Bonjour. Journaliste à Radio Vive Lozère. Monsieur Jean-Marc Gilly, journaliste à la Lozère Nouvelle. Bonjour. Et Monsieur Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Vive Lozère. Bonjour. La partie technique de cette émission, la mise en onde, est signée Jean-François Clavel. Et Monsieur Zimmermann, Monsieur Patrick Zimmermann, assure la mise en vidéo de cette rencontre qui sera diffusée sur le site 48 Info. 4 sujets ont été retenus pour ce débat. Vous disposerez chacun de 4 minutes, sauf pour le premier sujet 2 minutes, on va vous dire pourquoi dans un instant. Donc 4 minutes par sujet. En fin de rencontre, vous disposerez de 2 minutes chacun pour conclure. Les sujets retenus par les journalistes sont les suivants: vos options politiques, l'emploi sur Florac, le tourisme et Florac et le désenclavement de Florac. Nous sommes en 2014. Jean-Marc, que s'était-il passé lors des dernières municipales de Florac? Et c'était en 2008. Absolument, en 2008. Mais lors des municipales de Florac, au premier tour, 11 personnes avaient été élues. Serge Védrine et Claudie Martin-Pascal étaient arrivés en tête avec 644 voix. Ils devançaient Christian Huguet qui avait recueilli 634 suffrages. Au deuxième tour avaient été élues 5 personnes, dont Daniel Velay, le maire de Florac, qui a décidé de ne pas se représenter. Il avait recueilli 463 suffrages. Au premier tour, le taux de participation était de 74,94% et au deuxième tour, il atteignait 79,54%. Dans un instant, nous allons vous définir un peu, donc dire qui vous êtes et quels sont vos choix politiques. Et c'est Mme Castan qui traite ce dossier. Alors, Monsieur Huguet Christian, puisque c'est vous qui avez été tiré au sort le premier, vous avez 60 ans, vous êtes un homme de gauche, vous êtes retraité ERDF, vous avez fait votre carrière à Florac, vous êtes également actuellement l'animateur d'Électriciens sans frontières. De plus, vous étiez dans la précédente liste, adjoint à la culture, et vous êtes parti au bout d'un an, problème de compatibilité de vue. Vous conduisez aujourd'hui la liste Tout Florac, et vous êtes un homme de gauche non apparenté. Tout à fait. Voilà. Donc, ensuite, Monsieur Chauvin-Robert, vous avez 67 ans, vous êtes, vous par contre, apparenté PS. Vous étiez sous-préfet de Florac dans les années 90, ancien magistrat des comptes, inspecteur général des services de la région PACA. Vous êtes donc revenu en fin de carrière sur Florac et vous avez l'habitude de dire que vous êtes revenu sur Florac parce que c'est une ville conviviale et solidaire. Et aujourd'hui, vous conduisez la liste Florac Expansion. Voilà pour les présentations, mais je pense que les choix, les options politiques de nos candidats doivent être un peu précisés. C'est Mme Castan et M. Gilly qui interviennent. Alors, première question qui me paraît importante. 2 hommes de gauche, un apparenté PS, l'autre non. Pourquoi 2 listes sur Florac, ce petit village de 2000 habitants, ou presque? Allez, vous disposez de 2 minutes chacun pour définir. Alors, au départ, il n'y en avait qu'une. On avait commencé à travailler ensemble sur une liste plurielle et puis... Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Voilà, il y a une divergence vue sur les choix politiques, c'est-à-dire j'étais plus intéressé par les compétences et la dynamique, et que Robert était plus, souhaitait plus aller vers un choix politique plus précis. Il fallait que les candidats se définissent selon un pourcentage bien précis. Et j'avoue que voilà, c'est ce qui a sûrement fait que nous nous sommes divisés à ce moment-là. Il y a eu un clivage à propos de la présence des sortants, non? Oui, tout à fait. Il y avait ce choix-là. On avait discuté, le petit groupe qui avait commencé à monter cette liste. Nous avions fait le choix, c'était pas unanime, mais on avait fait le choix de dire on fait une équipe nouvelle, on prend des gens nouveaux. Voilà. Monsieur Chauvin? Pour moi, c'était très clair. Avec le nouveau scrutin, on savait qu'il y aurait des élus des 2 listes si 2 listes étaient en présence.
Et par conséquent, je voulais faire une seule liste. C'était une ambition, peut-être un rêve. Une seule liste, et c'est la raison pour laquelle j'avais suggéré qu'elle s'appelle Tout Florac, ce qui n'a plus de raison d'être maintenant qu'il y a 2 listes, et en respectant l'électorat floracois, c'est-à-dire 2 tiers à gauche, 1 tiers à droite. Lorsque j'ai vu Christian Huguet, nous nous sommes mis d'accord sur cet engagement. Cet engagement n'a pas été tenu, pour 2 raisons. Il y avait effectivement le fait qu'on devait prendre des élus sortants, parce que si on n'avait pas pris d'élus sortants, il était évident que ceux-ci auraient constitué une liste. Et d'autre part, il fallait respecter ces 2 tiers, 1 tiers. J'ai quitté là la liste de Tout Florac, dans la mesure où on pouvait le faire tant que la liste n'était pas constituée entièrement. Donc j'ai usé de ce droit tout à fait librement, parce que je me suis rendu compte que Christian Huguet ne tenait pas son engagement. Il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas d'engagement sur prendre des sortants. Hein. Moi, on n'avait jamais pris d'engagement pour prendre des sortants. Est-ce que vous étiez d'accord sur la tête de liste? Ou est-ce que vous en aviez discuté? La tête de liste, c'était Christian Huguet. À l'époque, moi, je ne comptais pas être tête de liste dans la mesure où je pensais qu'un Floracois devait l'avoir. Donc on devait chercher un tête de liste de gauche. Christian Huguet a été trouvé. Et jusque-là, tout se passait bien. Mais bon, je le redis, il y a eu un engagement, 2 tiers, 1 tiers, qui n'a pas été tenu par Christian Huguet. Donc la liste de M. Huguet est une liste de gauche, selon vous, M. Chauvin? Selon moi, non, pas du tout. C'est une liste de droite, c'est pas parce qu'il y a une tête de liste qui s'affiche de gauche. Ce que contestent du reste les compagnons de route du PC actuellement, qui disent que M. Huguet n'est plus de gauche. Mais cette liste est de droite. Il n'y a qu'à se référer à l'inauguration qui a eu lieu du local de permanence de Tout Florac, où il y avait 98% de gens de droite de Florac, dont M. Potier, l'ancien président du Conseil général. Monsieur Guy. Monsieur Guy. Ah ben là, vous m'apprenez quelque chose. Enfin, moi, j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais ça serait assez extraordinaire ce que vous dites. Alors, je trouve que c'est un peu désobligeant pour les Floracois de leur mettre une étiquette aussi stricte. Je ne permettrai pas de mettre les étiquettes aussi strictes. Mais vous êtes un homme de gauche? Mais oui, enfin, mon action, toute ma carrière à EDF, au sein de... J'ai milité à la CGT, j'ai jamais été incarté, j'ai jamais pris la carte d'un parti, je suis un compagnon de route, je me définis comme un compagnon de route du Parti communiste parce que j'ai plein de copains, et ça m'étonnerait que mes copains du PC me disent que je ne suis pas de gauche, enfin j'en parlerai. Moi j'étais hier à la réunion du Parti communiste et du repas qui a été fait à Florac, et à l'occasion duquel on a fêté les 31 ans de mandat électoraux de Daniel Velay et on lui a remis un cadeau. Mais Christian Huguet n'y était pas. Ben non, pourtant j'avais reçu 2 invitations du PC. J'ai longuement réfléchi, je pensais y aller, puis j'ai dit quel intérêt de provoquer des polémiques, c'est une fête qui se fait. Bon, j'avais même téléphoné à des copains PC qui m'ont dit bon, c'est peut-être pas utile d'envenimer les débats. Non, parce qu'il aurait pu y avoir une bronca si Christian Huguet était venu à cette réunion. Allez savoir. Voilà donc qui méritait cet échange. Nous allons échanger, vous allez échanger plutôt sur un autre sujet. Il concerne l'emploi pour la ville de Florac et c'est Jean-Claude Astruc qui introduit le sujet. Alors le taux de chômage sur Florac il est de 13%, soit le double du taux de chômage qui existe en Lozère. Il faut savoir qu'il y a de nombreux RMistes, il doit y avoir 600 RMistes en Lozère. La majorité de ces personnes qui ont le RSA sont situées dans les Cévennes, donc beaucoup à Florac. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'emploi et pour cette situation de personnes précaires qui vivent dans votre commune? Monsieur Huguet, le tirage au sort, vous êtes désigné pour intervenir en premier. Oui, effectivement, faites bien de préciser que
il se trouve qu'il y a une association qui fait un superbe boulot, une association d'insertion qui fait un superbe boulot, ce qui gonfle un petit peu anormalement les chiffres de demandeurs d'emploi sur Florac, ce qui donne peut-être ce chiffre qui ne reflète pas complètement la réalité. Sur l'emploi, il est clair que sur Florac, on n'aura jamais malheureusement de grosses unités de production, etc. Moi je crois beaucoup aux petites unités de production, ce qu'on appelle les circuits courts, et il y a aussi des possibilités avec les jeunes qui viennent sur Florac, qui sont sur Florac, de faire de la petite production maraîchère. On commence à avoir un peu des petites interventions, enfin des gens qui s'installent, de l'agriculture de petit niveau, mais qui permet de vivre assez formidablement. Il n'y aura jamais une grosse agriculture sur Florac, une grosse, je trouve pas, enfin, un gros mouvement agricole sur Florac. Il y a aussi par contre à défendre des emplois qui existent, alors là sur le territoire. Je crois qu'on a besoin aussi, enfin on tient beaucoup dans la liste Tout Florac, à une grande intercommunalité sur un territoire large et plus large que celui qui existe actuellement, de manière à mutualiser les ressources et les moyens et permettre de trouver des solutions sur l'emploi. On a quelques problèmes, hein, on parle de Florac, mais il y a le problème de Caucurès qui est un problème important, avec 60 emplois à la clé. Il y a quand même des choses à voir dans ce domaine. Alors ce problème de Caucurès, ça concerne l'entreprise Chapelle. Mais le terrain qui était proposé était sur la commune de Florac. Non. C'est un terrain qui est sur l'intercommunalité de Florac, puisque le problème est maintenant ramené à l'intercommunalité. Monsieur Gué, vous restez un peu de temps encore, vous voulez préciser d'autres points? Oui, on sait bien qu'une des forces de Florac, c'est quand même le tourisme. Le tourisme, c'est ceux qui produisent. On voit bien que les emplois, alors malheureusement, ce sont des emplois qui sont un peu saisonniers. L'idée, c'est d'essayer d'élargir cette saison. On a des possibilités, des ressources avec des sentiers de randonnée qui sont en train de prendre de la force. Je pense à Stevenson, je pense au futur, au circuit qui existe maintenant d'Urbain 5 et qui permettent peut-être de ramener du monde et donc de créer un peu de ressources au niveau de l'emploi. Michel, Castan souhaite intervenir? Simplement aussi pour redynamiser, j'ai envie de dire, le centre-ville un petit peu. Est-ce que, parce qu'on revient un petit peu sur l'emploi, le centre-ville, etc. Quelques commerces ferment. Et donc voilà, oui, peut-être ma question irait là-dessus. C'est pas quelque chose qui est spécial à Florac. Hein. Tous les centres-villes ont tendance à se dévitaliser. C'était ce qui avait un peu provoqué l'idée de notre liste commune en disant Florac s'endormait un peu, il fallait redynamiser Florac. Il y a une action qui s'est produite et qui n'est pas à mettre à l'encontre de l'équipe sortante. Il y avait une forte demande de création de lotissements, de gens qui voulaient s'installer, avoir une maison individuelle. Et donc il y a des lotissements qui se sont faits. Problème de ces lotissements, il y a plusieurs effets collatéraux. Le premier, c'est qu'ils se sont faits sur des terrains agricoles et qu'il n'y a pratiquement plus de terres agricoles autour de Florac. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est que ces gens-là habitaient dans Florac et ils habitent à l'extérieur de Florac. Et troisième effet collatéral, c'est que quand les gens reviennent de leur lotissement vers Florac, ils reviennent en voiture et ça pose des problèmes de stationnement. Donc il y a un gros travail à faire au niveau de la revitalisation du cœur de ville, et ça peut se faire avec trois effets peut-être. Le premier, aller voir les loueurs de location estivale pour essayer de voir s'ils peuvent louer un peu plus à l'année leur location. Les bailleurs, les propriétaires qui ont des logements pour les aider à réhabiliter leurs logements et pour créer des logements. Et puis la mairie a un rôle à jouer, peut-être en la réhabilitation de certains vieux bâtiments dans le vieux Florac qui sont. Ouais. Alors l'emploi, quel est-il à Florac? Le taux d'actifs est particulièrement élevé, il atteint pratiquement 77%. Il y a 1321 emplois à Florac.
Sur ces 1321 emplois à Florac, il y en a 596 dans le secteur non marchand, 530 dans le secteur tertiaire marchand, 126 dans la construction, 67 emplois dans l'industrie et 48 emplois dans le secteur agricole. La municipalité peut faire quelque chose pour l'emploi. Ainsi, on a prévu dans une charte que dans la zone économique de Saint-Julien-du-Bourg seront créés 25 emplois. 25 emplois d'un coup, c'est la première fois que ça arrive depuis 25 ans après la masse. La municipalité, qu'est-ce qu'elle peut faire aussi pour l'emploi? C'est d'accueillir des gens, des personnes qui cherchent un travail, des personnes qui peuvent trouver un logement, des personnes qui peuvent avoir des enfants et pouvoir les scolariser, avec un milieu associatif dynamique, des crèches. La municipalité peut faire beaucoup pour l'accueil des personnes qui recherchent un emploi. Le dynamisme, ce n'est pas uniquement le dynamisme des commerces bien établis, ce n'est pas le dynamisme du bénéfice commercial. Je vois que dans la liste de Christian Huguet, les commerçants sont très bien représentés. Le dynamisme économique doit servir à tout le monde. Les fruits du travail doivent être répartis au sein de l'ensemble de la population. À cet égard, je note qu'il y a, pour attirer les personnes, une taxe additionnelle à la taxe d'habitation, ce qui fait que les logements qui ne sont pas habités subissent une taxe additionnelle de façon à ce que les propriétaires puissent louer ces appartements. On a parlé effectivement des logements au sein de la commune de Florac. Il faut mettre tout en œuvre pour qu'il y ait suffisamment de logements sociaux, de lotissements, parce que les gens rêvent aussi d'être propriétaires, et aussi mettre en location des logements qui sont actuellement inoccupés. Est-ce que vous avez des terrains disponibles pour réaliser ces opérations? Alors il y a des terrains disponibles du côté d'Azinière. Il y a eu le lotissement des Terres Rouges. On parle aussi également d'un nouveau lotissement qui pourrait avoir lieu. Il y a une enquête publique actuellement. Le commissaire enquêteur a jusqu'au 4 avril pour écouter les doléances et les revendications des personnes. Ensuite, il aura un délai d'1 mois, ce qui nous portera au 5 mai pour rendre ses conclusions. Et nous verrons la municipalité, à ce moment-là, la nouvelle municipalité prendra ses responsabilités. En sachant très bien qu'avec les programmes relatifs à la sécurité des habitants, il y a quelques domaines de la commune de Florac où maintenant il est difficile de faire des constructions. Par conséquent, il y a peu de terrain où la commune puisse réserver à des lotissements. Avant que nous passions au dossier suivant concernant le tourisme, est-ce que vous souhaitez que nous prenions une minute ou deux pour débattre entre vous? Oui, juste par rapport au lotissement, c'est vrai qu'au lotissement, il y en a déjà quelques-uns. Il y a aussi des lotissements privés qui n'ont pas trouvé preneur. Et donc peut-être, il ne faut pas que la municipalité fasse trop de lotissements, sinon les privés ne pourront pas vendre leur terrain. C'est un peu ça. Je voulais juste rajouter que ce qui est important, c'est toujours de repenser à la vitalisation du cœur de ville. Et qu'on a des... si on n'a pas d'offre, on a la demande. La demande, elle vient, entre autres, des étudiants du Supagro, par exemple. Il y a 90 étudiants qui, pour le moment, ils cherchent des logements à l'extérieur de Florac. Et ça, c'est un peu dommage parce que ce sont des jeunes. Ils peuvent vraiment amener de la vitalité. S'ils peuvent être logés dans le cœur de Florac, ils peuvent vraiment amener de la jeunesse. Et puis, travailler avec les commerces, relancer un peu le cœur de ville dans son activité.
Monsieur Chauvin, vous souhaitez intervenir? Oui. Pour attirer les gens, il faut aussi rénover, embellir Florac. Alors il y a un programme de rénovation des façades, 12 000 € ont été consacrés en 2013. La liste que je conduis compte augmenter encore cette provision pour que la rénovation des façades au sein du cœur de ville puisse avoir lieu et avoir une esplanade qui attire les personnes, aussi bien les habitants que les touristes. Il faut aussi penser au fait que ce qui peut attirer les gens, le dynamisme d'une ville, ça tient aussi peut-être à une nouvelle circulation, de nouveaux stationnements. Il y a des réserves foncières qui ont été opérées par la municipalité sortante, il faudra certainement les acheter pour faire de nouveaux parkings, envisager peut-être un sens unique dans la rue Jean Monestier, mais tout ceci doit se faire de manière équilibrée. C'est-à-dire que si on supprime certains stationnements dans une rue, il faut prévoir de nouveaux parkings. Il faut peut-être prévoir l'été une navette saisonnière, une navette électrique pour transporter les gens des parkings au centre-ville. Lorsque nous referons l'esplanade, il faudra prévoir aussi un nouveau sens de circulation, une nouvelle façon de stationner au centre-ville. Tout ceci, naturellement, se fera en concertation, aussi bien avec les commerçants de l'esplanade qu'avec les gens qui n'habitent pas près de l'esplanade, mais qui sont des Floracois et qui ont leur mot à dire, leurs idées à exprimer pour cette opération qui sera certainement l'investissement le plus important et le plus délicat à mettre en œuvre durant la mandature jusqu'en 2019. Avant que nous passions au dossier suivant qui va traiter spécifiquement le tourisme, est-ce que Mme Castan, M. Gély, M. Aspruc souhaitent intervenir? On sait que les dotations de l'État pour les collectivités locales vont baisser. Alors est-ce que ça ne va pas vous poser des problèmes, ça, pour financer certaines opérations? Est-ce qu'il n'y aura pas des choix à faire pour la collectivité? Oui, alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le budget primitif a été voté mercredi dernier, justement sans connaître, c'est pas du tout une critique, il a été voté sans connaître la dotation de l'État, qui n'est pas encore reconnue, qui n'est pas encore arrivée aux services fiscaux, et sans connaître aussi les bases d'imposition qui seront appliquées en 2014. Donc c'est un budget qui a été fait en prévoyant que ces réserves, en prévoyant de la réserve, en faisant attention à ce que ça ne soit pas important. On s'aperçoit que dans le budget primitif qui a été voté par la municipalité en place, la diminution de l'autofinancement est importante. Ça ne sera peut-être pas la réalité, mais c'est vrai que c'était un chiffre qui était un bon chiffre sur les mandats précédents. Et l'endettement de la commune, il en est où en matière d'endettement? L'endettement était important, il est en cours de diminution parce qu'il y a eu des gros projets qui ont été faits, qui ont été montés, il est en cours de diminution. Et je pense que les finances sont assez saines pour permettre de diminuer rapidement dans les années à venir l'endettement. Sauf s'il y a des projets qui se font. L'équipe de Florac Expansion a déjà chiffré le projet de l'esplanade, par exemple, qui effectivement est le projet du mandat. Il y a deux grands projets. Les projets sur Florac, en fait, ils sont déjà pour la plupart engagés. Donc nos deux équipes seront un peu dans les mêmes projets. Mais ça ne veut pas quelque chose l'aménagement de l'esplanade. Je suis bien incapable de vous le dire. Pourquoi? Parce que, effectivement, comme le disait Robert, moi je pense qu'il faut vraiment une concertation totale des citoyens floracois. Et cette concertation, elle va passer par une enquête auprès de tous les citoyens floracois, des interviews des riverains de l'esplanade, un cahier des charges, un concours d'architectes pour avoir plusieurs projets, une présentation de ces projets, un débat à la Genette verte, et c'est au bout de cette concertation que le conseil municipal prendra sa décision. Donc ça sera difficile, on peut donner une évaluation de l'ordre de 2 à 3 millions d'euros, mais on ne sait absolument pas combien dans la réalité ça va coûter. Surtout que, effectivement, dans ces projets, ça permet de repenser la totalité du stationnement et de la circulation dans Florac, ce qui n'est pas une petite chose. Monsieur Chauvin, et puis on passera au sujet suivant après. Alors en ce qui concerne l'endettement, c'est clair et net, il y a des chiffres,
L'endettement accumulé à plus de 5 millions d'euros pour 2000 habitants. Il est actuellement environ 4 350 000 euros, ce qui classe Florac dans les 3 derniers des 185 communes de la Lozère. Je prends l'engagement de réduire d'1 million d'euros l'endettement de Florac et de passer ainsi à moins de 3 millions d'endettement. D'ici à 2019, je vais vous l'expliquer. Ce qui nous fera gagner 100 places dans le classement des communes lozériennes. Alors comment? Eh bien, dans les 6 dernières années, 12 millions d'euros ont été investis, subventionnés à 65%, ce qui fait que près de 4 millions ont dû être empruntés, d'où l'endettement actuel. Pour parvenir à 3 millions d'euros d'endettement, soit au moins 1 million en 6 ans, eh bien, il faut limiter les investissements au cours de ces 6 prochaines années à 9 millions d'euros, ce qui fait 3 millions d'euros que pendant la nature précédente. De façon à limiter les emprunts, il n'y aura aucun emprunt de fait en 2014 et une seule grande opération, la réfection de l'esplanade qui coûtera environ 3 millions d'euros, le réseau de chaleur qui figure dans le programme de Christian Huguet et dans le mien, qui coûte environ 3,5 millions d'euros, eh bien il faudra le faire par un concessionnaire, c'est-à-dire que c'est le concessionnaire qui prend à sa charge la totalité des investissements, et au terme de la concession d'environ 30 ans, eh bien la commune devient propriétaire des investissements réalisés. Alors je vois que dans tout Florac, on parle d'une société publique locale, qui est une société anonyme. Alors je me demande comment la commune pourra investir dans cette société anonyme et trouver un associé compte tenu de l'endettement de Florac. Donc nous préconisons une concession publique. Madame Castan, peut-être un peu rapidement parce que le temps passe bien vite. Rapidement, vous avez... Oui, mais justement, vous allez peut-être faire les deux à la fois. Vous avez à Florac quand même 45% d'imposables à Florac, alors que dans le reste du département, nous sommes à 65%. Un potentiel fiscal qui est inférieur au potentiel des villes de 2000 habitants. Alors, est-ce que vous avez envisagé des logements sociaux? Monsieur Huguet, si vous pouviez répondre rapidement, oui, parce que nous avons encore d'autres questions. L'idée, c'est juste par rapport au réseau de chaleur, on n'est pas d'accord sur un certain truc. Il y a 2 choses importantes, c'est que pour le réseau de chaleur, nous souhaitons le réaliser au niveau de l'intercommunalité et pas simplement au niveau de la commune de Florac, parce qu'on pense que ce projet peut permettre à d'autres communes d'aller dans cet endroit-là. Et puis on souhaite y adjoindre une cogénération, de manière à produire de l'électricité et ramener des financements sur l'intercommunalité, puis ça sera un projet intercommunal. Au niveau des logements, effectivement, pour revenir à ce que vous demandiez, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure dans la revitalisation du cœur de ville, je crois que la mairie est un facilitateur par rapport à la réhabilitation de logements existants, et il y en a beaucoup dans le centre-ville de Florac, de logements vieillissants qu'il faut réhabiliter, et puis elle a un rôle à jouer, et peut-être là elle peut le jouer avec une société de création de logements, pour créer vraiment des logements dans le vieux Florac, et ramener là aussi, pas que du logement social, je crois beaucoup à la mixité sociale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des communautarisme, enfin c'est pas tout à fait ça, mais créer des endroits, il faut que vraiment il y ait une mixité de population qui se crée dans le centre-Florac. Monsieur Chauvin. Il est prématuré de parler du réseau de chaleur dans le cadre de l'intercommunalité, parce que ce n'est pas prévu dans les statuts actuellement. Or, on sait que d'ici 1 an au maximum, il y aura une fusion des communautés de communes, soit autoritaire par le préfet, soit volontaire par les nouveaux maires qui seront élus au sein de l'intercommunalité. Donc, parler du réseau de chaleur dans l'intercommunalité actuellement, c'est prématuré. Vous annoncez une baisse des investissements. Est-ce que vous pouvez jouer aussi sur les dépenses de fonctionnement et les réduire? Les réduire,
Ce n'est pas un objectif dans la mesure où les charges de personnel et les charges de fonctionnement sont en dessous de la moyenne nationale de la strate des communes de 2000 habitants, donc il n'y a pas beaucoup de réduction des dépenses à faire dans le cadre des charges de fonctionnement. Nous allons changer de dossier, quoique nous allons rester toujours dans ce domaine. On va donc lancer le sujet. Alors, le tourisme est un gros atout pour Florac. Quelle est la place du Parc national des Cévennes, de Natura 2000, de l'impact de la reconnaissance par l'UNESCO de l'agropastoralisme d'Écosse et des Cévennes, et qu'envisagez-vous pour le dynamiser? Monsieur Huguet, le tourisme. Oui, alors effectivement, Florac, c'est quand même l'endroit majeur sur l'environnement. On a cette chance incroyable d'être le siège du Parc national des Cévennes, qui, malgré quelques désagréments, a beaucoup d'intérêt. Il y a quand même vraiment beaucoup d'intérêt au niveau de la communication sur le territoire national et même à l'extérieur. Quels sont les désagréments? Les désagréments, c'est quelquefois, il y a des désagréments plutôt pour les agriculteurs, quelquefois il y a des restrictions de passage sur des terrains, il y a une forte répression, façon de parler, mais il y a quand même souvent des problèmes de passage, de circulation. Bon, ça peut gêner quelquefois ou les agriculteurs ou les chasseurs qui sont nombreux sur le territoire. Mais c'est incontestable que c'est une vraie chance d'avoir le Parc national sur les Cévennes, parce qu'il amène vraiment beaucoup. On a aussi des sentiers de randonnée qui sont importants et qui ont de plus en plus de monde. Le problème du tourisme, mais c'est un problème général, c'est qu'il faut arriver à élargir la saison estivale. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment amener des actions fortes. On a la création d'un syndicat, d'un office du tourisme sur l'ensemble du pays de Florac, qui va permettre d'avoir des actions concertées. Et puis, pour revenir un peu à l'ensemble des choses, quand on parlait alors je sors un peu du tourisme, mais c'est quand même là-dessus, je crois qu'on a intérêt à travailler de plus en plus sur l'ensemble du territoire. Je crois beaucoup au fait qu'on va se développer au niveau de l'intercommunalité et d'une large intercommunalité. Et ça va nous permettre de mutualiser des moyens et des ressources. Et ça bénéficiera à tout le monde. Monsieur Chauvin, concernant donc ce domaine du tourisme et des répercussions ou des contraintes du tourisme. Alors, le tourisme est un facteur essentiel pour le développement de Florac. Et dans le cadre de la nouvelle réglementation des classements des offices de tourisme et syndicats d'initiative, un audit a été réalisé pour que l'agence de Florac Hispaniac puisse être classée en première catégorie, ce qui serait l'office de tourisme, le premier office de tourisme à Lozère classé en première catégorie. Alors, il y a aussi d'autres mesures. Pour embellir Florac, il faut des zones de publicité restreintes, de façon à ce que les panneaux, les annonces des commerçants soient faites de manière harmonieuse. Il y a dans ce cadre-là aussi, pour attirer le tourisme, les opérations façades. Il y a des animations comme le Festival de la Soupe, le Forum des associations, les festivités du 15 août, le marché de Noël, les animations qui sont faites en fin d'année. Il y a aussi le circuit Stevenson et nous prévoyons effectivement un aménagement de l'Oultre dans notre programme pour les municipales. Il y a d'autres circuits urbains sains. Mais tout ceci doit se faire de manière complémentaire avec tous les acteurs concernés. Il ne suffit pas de travailler dans une seule direction. Il faut réunir, il faut rassembler les forces vives, il faut se concerter, il faut que chacun y mette du sien, que ce soit les commerçants, que ce soit la municipalité aussi pour aider au label Village Étape. Quand on parle du label Village Étape, c'est aussi une dotation de l'État qui passe de 60 000 € à 200 000 €.
Mais le label Village Étape ne sera maintenu à Florac que si les commerçants y mettent du sien, c'est-à-dire qu'on puisse offrir aux touristes qui viennent 365 jours par an de quoi aller au restaurant, de quoi coucher. Donc il faut que les restaurateurs, les hôteliers puissent également jouer le jeu dans cette animation, dans cette procédure qui a été mise en place par la municipalité de Florac. Monsieur Gély. Le parc national des Cévennes, alors, il y a quelques années, un préfet de la Lozère avait lancé sous forme de boutade le parc national des Cévennes, c'est la principauté de Monaco. Alors comment peut-on travailler aujourd'hui avec le parc national des Cévennes, entre la commune de Florac et le parc? Monsieur Huguet. Oui, mais on travaille déjà très souvent avec le parc national des Cévennes, les contacts sont nombreux. Depuis quelques années, il y a peut-être moins de communication, il me semble, entre le parc et les communes environnantes. Et peut-être, ce qui est un peu plus gênant, moins de pédagogie dans la répression, plus de répression que de pédagogie dans l'égard de moniteurs. Bon, c'est peut-être ça, mais en tous les cas, on travaille bien avec le parc national. Il y a un projet de réaliser un office de tourisme, enfin un bureau de l'office du tourisme à Florac qui serait commun avec l'accueil du parc national des Cévennes. On travaille souvent aussi dans l'affichage, ils ont une imprimerie, ça permet de faire des affiches et du travail en commun. On travaille, les associations floracoises travaillent au sein du Festival Nature avec le Parc national des Cévennes. Il y a quand même beaucoup d'actions qui sont menées dans ce sens-là. Monsieur Chauvin, donc la ville de Florac et le parc des Cévennes. Mais il ne faut surtout pas qu'il y ait antagonisme. Il faut au contraire concilier. Il faut qu'il y ait une symbiose, il faut créer une synergie entre toutes les parties prenantes. Il est évident que le parc national des Cévennes, c'est quelque chose de très important. Ça attire un certain tourisme, des randonneurs, ça maintient la flore, la faune, ça peut aider aussi au développement de l'agriculture. Il y a des chargés de mission qui peuvent conseiller pour le développement des terres. Et je pense que le parc national des Cévennes n'est pas une contrainte. Au contraire, il faut s'associer avec le parc national des Cévennes et la municipalité de Florac pour avoir un correspondant avec le parc pour savoir travailler main dans la main quotidiennement et dans la même direction, à la fois de préserver le milieu environnemental magnifique de Florac, mais aussi permettre le développement. Autre point, ce sera le dernier dossier sur lequel vous allez intervenir. Il s'agit du désenclavement de la ville de Florac et c'est M. Gilles qui présente donc ce sujet. Alors le désenclavement de Florac passe effectivement d'abord par la poursuite de l'aménagement de la RN 106, qui est un axe économique vital, non seulement pour les Cévennes, mais pour toute la Lozère. Le trafic poids lourd est très important sur cette route et il y a encore des améliorations à faire. Et puis au cours de cette campagne électorale, on a beaucoup parlé de la suppression de la desserte routière Florac-Alès. Alors une polémique s'est instaurée. Alors j'aimerais que les deux candidats s'expriment sur ces sujets. Alors, Monsieur Huguet, le désenclavement de la ville de Florac et puis donc des communes avoisinantes, mais la ville de Florac. Oui, il y a eu un gros travail qui a été fait sur la 106 dans les 10 dernières années. Il reste encore des choses à faire au nord de Florac sur cette route. Le problème qui existe maintenant et qui s'est fait jour ces derniers temps, c'est la ligne qui existe. Il n'y a pas de communication entre la ville principale Mende et Florac à l'est, c'est quand même un axe de circulation important, un transport en commun. Il y avait une ligne qui existait pour le Conseil général. Je reconnais que les horaires n'étaient peut-être pas idéaux pour ça, mais elle a été arrêtée pour cause de peu d'utilisation. Mais il faut absolument faire tout ce qui est possible pour cela. Et pour cela, il faut le faire en concertation avec tous les gens qui sont intéressés sur cette ligne, entre autres tous les élus tout au long de cette ligne, mais aussi les conseillers généraux qui sont sur ce secteur, et la vice-présidente de région. On doit pouvoir travailler pour remettre en place cette ligne avec des horaires adaptés, je le répète, parce que c'est très important cette ligne.
l'exemple à la rencontre du directeur de Supagro et du directeur du CFA, CFPPA. Et ils m'ont dit le problème qu'ils ont pour que leurs étudiants rejoignent Florac. Les étudiants, ils arrivent en train à Alès ou à Mende, et puis ils n'ont aucun moyen de rejoindre Florac hors l'autostop. Donc il faut absolument remettre cette ligne. Alors ça c'est un exemple, il y a évidemment aussi les randonneurs de Stevenson qui utilisent cette ligne, et puis évidemment tous les citoyens qui sont sur cette ligne, les habitants des communes traversées sur cette ligne. Des engagements avaient été pris par la région? Oui, des engagements avaient été pris il y a un moment, il y a 6 ans, qu'il y avait Georges Frêche à l'époque nous avait dit cette ligne, la région l'aidera et elle sera existante, elle continuera, parce que c'est un peu ça le problème, il y a une partie de la ligne qui est dans le Gard. Donc elle est financée par qui cette ligne? Pour le moment, la ligne qui existait, elle était financée par le Conseil général. Combien elle coûtait le Conseil général? Elle coûtait, si je me rappelle bien, les chiffres étaient de 426, non, je ne sais plus exactement, je dirais bêtise si je disais ce chiffre. Donc elle n'est pas assez empruntée pour... Elle n'est pas assez empruntée, tout à fait, mais il faut reconnaître que les horaires étaient vraiment très difficiles. On arrive à Alès à 11h45 et on repart d'Alès vers 13h20. Non, c'est absolument impossible. Le train de Nîmes n'est pas arrivé à Alès quand le bus repart. Donc est-ce que ces horaires auraient été mis en place pour que cette ligne soit supprimée? Est-ce que c'est peut-être volontaire? Non, je ne vais pas faire ce procès général. Mais je crois que si on doit remettre cette ligne en route, et on va la remettre en route, c'est certain qu'on va tout faire pour que cette ligne se remette en route, il faut le faire avec des horaires adaptés. Monsieur Chauvin, concernant donc le désenclavement de la ville de Florac et puis donc la desserte de cette ligne Mende-Alès. Je commencerai tout d'abord par dire que lorsqu'on n'a plus rien à dire en invective, j'ai lu l'article de Tout Florac dans la Lausanne Nouvelle de vendredi dernier qui me met en cause et dont le démenti est tout de suite arrivé puisqu'on annonce pour demain une conférence de presse avec le président du conseil régional, Christian Bourquin, et le sénateur maire de Mende qui viendront à Florac, à la Jeunette Verte, tenir cette conférence en ma présence à 16h. Alors il est évident que pour rétablir cette ligne, il faut mettre toutes les forces en présence autour d'une même table. Si je suis maire, je demanderai au préfet donc de réunir toutes les communautés de communes, toutes les collectivités qui sont traversées par la 106 de Mende à Alès. Et je suis sûr qu'avec de bonne volonté, nous trouverons une solution. Le coût, que n'a pas su dire Christian Huguet, c'est 150 000 € par an. Donc on peut trouver ce financement à travers les communautés de communes, à travers le département, à travers la région. Et ça ne fera pas participer chacune de ces collectivités à des dépenses trop élevées. Il est évident qu'il faut assurer au moins 2 ou 3 fois par semaine un transport entre Mende, Florac et Alès. Ça peut être le lundi et le vendredi parce qu'on sait que des écoliers empruntent cette ligne en début et en fin de semaine. On pourrait y ajouter le mercredi. Mais moi, j'ai bon espoir de trouver une solution. J'en parlerai demain de nouveau au président du conseil régional, avec qui j'en avais déjà parlé, qui a dit qu'il se pencherait sur la question. Donc on verra bien demain les réponses déjà qu'il pourrait apporter à ce sujet. Mais je pars du principe que quand on unit toutes les forces, on arrive à trouver une solution. Utilisons alors les forces, justement, pourquoi ne pas discuter avec les gens sur place? Que ne l'ont-ils pas fait plus tôt? La région, quand Christian Bourquin est venu inaugurer, le président de région est venu inaugurer le CFA, CFPPA, il avait parlé de ça aussi. Donc pourquoi ne pas intervenir sur cette ligne, même si en partie elle dépendait du conseil général? On aurait pu dès ce moment-là trouver des solutions, mais il faut en parler avec les gens sur place. Pourquoi faire venir le sénateur et le président de région? Pourquoi ne pas intervenir directement auprès des élus sur place, sur le terrain? Alors, monsieur Chauvin, et moi en tant que candidat? Oui, enfin non, mais
Il dit que ça aurait pu se faire avant, si je comprends bien, c'est ça. Oui, mais ça c'est pas Que la région c'est pas de notre ressort, ni de Christian Huguet qui n'est pas aux affaires, ni moi. Bon, alors on peut interroger les élus, mais bon, il faut constater que ça n'a pas été fait. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est devant nous. C'est lorsque nous serons élus, et c'est à ce moment-là qu'il faudra réunir les forces vives. Pas la peine de se poser la question pourquoi ça n'a pas été fait avant. Et quand on a un problème, il faut le résoudre en trouvant une solution. La solution, elle est à venir. Et vous avez bon espoir de la trouver. Bien sûr. Parfait, nous arrivons donc au terme de cette rencontre. Arrive le moment de la conclusion. Allez, le chronomètre, on le fixe à 2 minutes. Parce qu'en fait, c'est assez difficile de vous différencier politiquement et dans vos propos. Qu'est-ce qui fait que un Floracois doit voter plutôt pour vous, M. Huguet, que plutôt pour M. Chauvin? Qu'est-ce qui vous différencie vraiment? Et bien justement, ça sera la conclusion donc, de chacun d'entre vous, et on commence par M. Huguet. Oui, c'est une bonne question. Parce que vous dites, la preuve, c'est qu'on a travaillé pendant un moment ensemble. Donc c'est bien que... Et vous êtes amis, jusqu'à présent. Très bien. Et puis surtout, quoi qu'il arrive, nous sommes pas condamnés, mais nous allons travailler ensemble. Je crois que autant Robert que moi, nous aimons notre ville. Et donc, quel que soit le résultat de l'élection, nous participerons au travail pour cette ville. Donc... Je crois que ce qui différencie est pas si important que ça. C'était peut-être plus un clivage politique. Parce que je le pense. Je ne sais pas si c'est ça. Comment là, je nous dirai. Eh bien, moi, je suis au sein d'une équipe plurielle. Et j'avoue que les choix que j'ai faits, des gens qui m'ont accompagné, là, j'ai vraiment l'avantage d'avoir une équipe formidable. Et des gens qui travaillent assez incroyablement. Bon, je suis même étonné du travail qui se fait au sein de cette équipe. J'ai plutôt choisi les compétences et le dynamisme, l'envie de faire des choses pour la ville, que leur sensibilité politique. Ça, je veux bien reconnaître ça. N'empêche qu'il y a des gens de toute sensibilité politique et qui prouvent qu'ils peuvent travailler ensemble. Et ils le prouvent tous les jours. Quand on travaille sur chaque question de nos engagements, c'est vraiment très intéressant de voir le travail qui se fait. Et là, il n'y a pas la politique au sens noble du mot, qui est les affaires de la cité, reprend sa justesse. Moi, je voulais terminer en disant que mon envie, c'est dans les 10 ans. Vous voyez, je me projette à 10 ans. Et j'aimerais que ma ville soit une ville chauffée par un réseau de chaleur efficace, qu'une esplanade rénovée avec un cœur d'activité, des activités autour de cette esplanade rénovée, une activité forte et importante, une intercommunalité où les gens se sentent bien, solidaires et fraternels au sein d'une grande intercommunalité, où on va pouvoir faire des choses ensemble, et entre autres, des économies, parce que le fait de travailler ensemble au sein d'une grande intercommunalité dotée de nombreuses compétences va faire qu'on va faire des économies de moyens. Et puis on va surtout, je pense, avoir l'optimisation des ressources qui pourront revenir sur le terrain. Et puis il y aura des rues qui ont été refaites, la voirie qui aura été refaite parce qu'il y aura des programmes pluriannuels qui auront été établis. Et puis des programmes, là aussi, pluriannuels intercommunaux, ce qui permet de faire des économies financières sur les marchés. Il y a une chose qui est très importante pour les Floracois, c'est dans le quotidien, la propreté, l'embellissement. C'est quelque chose sur lequel il y a à faire sur Florac. Nous engageons à mettre un conseil municipal qui sera chargé que de ça, que de l'équipe de voirie, pour vraiment que les travaux soient faits, suivre les travaux, suivre les équipes, pour que ça fonctionne. Je pense que, voilà, ce que je rêve, c'est Florac dans 10 ans, la place doit être, où elle doit être, c'est la capitale d'un parc national, la sous-préfecture d'un département dynamique, une ville active et un modèle de développement, et de développement durable. Monsieur Chauvin, quelle conclusion pouvez-vous apporter à notre rencontre? Mais la commune est comme le cœur vital de notre République et nous prenons pour notre part le développement de la démocratie participative. Nous pensons au maintien, au développement des services publics,
Nous voulons agir dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'énergie, de l'eau, du transport. Nous voulons que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. Nous voulons mettre en place des mesures de justice sociale visant à réduire les inégalités pour les personnes les plus fragilisées par la précarité, la maladie ou la vieillesse. Nous voulons donner priorité à la jeunesse avec des actes concrets. Et nous défendons un aménagement du territoire équilibré qui conjugue emploi, habitat diversifié, commerce de proximité, équipement public et préservation de notre environnement. Nous soutenons sans faille les actions du milieu culturel, sportif et associatif. La ligne directrice, c'est la qualité de vie et l'embellissement de Florac. Et lorsque je disais que nous comptons investir dans les 6 prochaines années 9 millions d'euros, je vous ai dit que la réfection de l'esplanade coûterait à peu près 3 millions d'euros, il reste donc 6 millions d'euros. Et cela, nous voulons les utiliser pour l'amélioration quotidienne des Floracoises et des Floracois. Que ce soit pour mettre en place des bancs publics, ce qui ne coûte pas cher, que ce soit pour aménager des parkings, que ce soit pour la réfection de la chaussée, que ce soit pour le fleurissement de Florac. Voilà, ce que nous voulons, c'est donner la priorité maintenant aux associations, à l'embellissement et à l'amélioration du quotidien des habitants de Florac. Nous voulons favoriser naturellement le dynamisme économique, mais aussi les animations populaires et la défense du service public. Pour cela, nous rechercherons aussi toutes les subventions possibles, que ce soit de l'Europe, de l'État, de la région et du département. Et nous voulons maintenir un équilibre harmonieux entre progrès et tradition. C'est, je crois, ce qui caractérise la vie des Floracois. Très bien, messieurs. Un dernier mot, peut-être, qui va vous réunir tous les deux. Certains demandent pour faire des économies, de supprimer les sous-préfectures. Or, je pense que vous êtes d'accord tous les deux pour maintenir cette sous-préfecture. Monsieur Chauvin, vous qui avez été également sous-préfet. Rapidement, parce que... Je peux vous en parler parce que lorsque j'étais sous-préfet en 1994, me suis occupé de la Jeunette verte et de la subvention de l'État pour la construction de la Jeunette verte. Je me suis occupé également de la caserne de gendarmerie pour maintenir la compagnie de gendarmerie à Florac, parce que j'estimais que si on perdait la compagnie de gendarmerie, on risquait de perdre la sous-préfecture. Je m'étais occupé aussi pour la défense du tribunal. Bon, tout a été fait pour le maintien des administrations régaliennes afin que la sous-préfecture puisse rester à Florac. Et je n'ai pas de souci à cet égard. Les contacts que j'ai pu avoir avec la sous-préfète actuelle ne prévoient pas qu'effectivement la sous-préfecture de Florac soit supprimée. Monsieur Huguet, cette sous-préfecture, alors? Oui, c'est important, et puis on peut le traduire par ce que vient de dire Robert. Moi, je m'étais occupé, quand j'étais conseiller municipal de 89 à 95, du projet Jeunesse verte. C'était vraiment un projet qui m'avait pris du temps, et pas pris du temps, parce que c'était vraiment enthousiasmant. Et puis voilà, c'est un peu grâce à Robert que ce projet a pu se réaliser dans le fait que, en tant que sous-préfet, il permettait d'obtenir les moyens de l'État. Donc, il y aura des hommages alors. L'hommage, il est un peu à tous les deux, c'est-à-dire il y a le concepteur et moi, je n'ai pas démissionné après. Mais moi j'ai démissionné en 2009, oui, et puis je reste... Vous étiez en désaccord avec le maire, pourquoi vous êtes parti? Oui, il y avait plusieurs raisons. Il y a le fait qu'on n'était plus du tout dans l'optique. J'avais pas du tout la vision, déjà de travail. Hein, on travaillait... moi j'avais demandé à Daniel de pouvoir travailler dans le cadre d'une équipe où chacun avait un peu de liberté sur son travail, comme j'avais fait le mandat avec Gaspéren de 89 à 95. C'est ce sur lequel s'était engagé Daniel. Ça a vite été plus compliqué que ce que je pensais. Et puis surtout, on m'avait demandé de me présenter à la présidence de la communauté de communes, ce que j'avais fait. Et au moment où Michel Viedan a démissionné de son poste voulait abandonner son poste de la communauté de communes, il m'a demandé de le reprendre. Et à ce moment-là, Daniel m'a dit non, c'est plus le moment pour la commune de reprendre ce poste. Alors j'ai senti qu'il n'y avait plus de confiance. Effectivement, on n'était pas d'accord sur la vision de l'intercommunalité, et donc ça ne pouvait plus fonctionner.
quand on n'a plus la confiance, le mieux c'est de partir. Et je reste très fier de ce que j'ai fait, parce que je crois que la valeur de l'homme libre, c'est quand il n'est plus en accord avec ses idées, il faut qu'il s'en aille. Parfait, ainsi se termine cette rencontre. Merci M. Chauvin, merci M. Huguet, merci aux journalistes, Mme Castan, M. Julie, M. Astruc, Mme Gallière qui avait le chronomètre en main pour la répartition du temps de parole, M. Zimmermann également, donc journaliste à la Lozère Nouvelle et qui va mettre donc très rapidement sur le site 48 Info ce débat qui donc peut entraîner des réactions, enfin bon vous le verrez sur le site 48 Info, et merci à Jean-François Clavel qui était le technicien de notre rencontre. Voilà, merci. Merci à vous tous. Merci à tous. Merci bien.